Donc, position relative de deux courbes. Donc, comment déterminer la position relative de deux courbes lorsque on a donc les fonctions dont ces courbes sont représentatives. Donc, les courbes, elles peuvent être très bien l'une au-dessus de l'autre. Enfin, c'est-à-dire qu'une courbe d'une fonction peut être au-dessus de l'autre courbe, ou alors elles peuvent se couper, ou alors elles peuvent aussi être, la deuxième peut être en dessous de la première. Donc généralement, la règle que l'on fait, ce qui est logique, c'est que quand on fait f de x moins g de x, pour le x des ensembles de définition, si c'est supérieur à 0, ça voudra dire que c de f est au-dessus de c de g. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les images par x de f vont être supérieures aux images par g de x, et donc du coup les images, qu'est-ce que c'est? Que c'est les ordonnées. Donc du coup les ordonnées de la courbe de f vont être au-dessus des ordonnées de la courbe de g, et donc du coup f va être au-dessus de g. Et de la même manière, si on a f de x moins g de x plus petit que 0, dans ce cas-là, on aura C de F euh, qui sera en dessous, en dessous de C de G, c'est-à-dire la courbe de G. Pourquoi? Parce que pour certains x, f de x va être inférieur à g de x, et donc f de x c'est l'image de x, et les images sont représentées sur les ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical, et donc dans ce cas-là, les ordonnées pour un certain x, pour un certain abscisse de f seront au-dessus des ordonnées de g, c'est-à-dire que les points seront au-dessus. Donc du coup, c'est normal que c de f ça va être au-dessous, en dessous de c de g. Et si jamais on arrive à f de x égale g de x, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait f de x moins g de x est égal à 0, en quelque sorte, et bien là, c de f et c de g se coupent. Se coupent. Donc ça, c'est la règle à appliquer. Et donc maintenant, on va voir un exemple avec c de f, qui est la courbe représentative de la fonction f, qui a x associe x carré moins 3x plus 1, et c de g, qui est la courbe représentative de g, qui a x associe moins 4x plus 3. Donc là, on va calculer une fonction d de x qui est égale à f de x moins g de x. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut faire la différence des deux et étudier le signe pour voir si c'est supérieur à 0, comme on vient de le voir, ou inférieur à 0, ou égal à 0, cette différence. Donc du coup, ça va nous donner, je remplace par l'expression x carré moins 3x plus 1, moins. Donc là, on n'oublie pas d'ouvrir une parenthèse pour mettre l'expression de g, pour que le moins s'applique sur toute l'expression de g et pas seulement sur le premier. Donc il faut mettre bien une parenthèse pour ne pas se tromper. Bon, ensuite, cette parenthèse, on va la retirer. Elle va donner x carré moins 3x plus 1. Donc je retire la parenthèse, ça change tous les signes à l'intérieur. Plus 4x moins 3 égale, donc là on va réduire, donc il n'y aura que x carré. Ensuite 4x moins 3x, ça va donner plus x. Et ensuite plus 1 moins 3, ça va donner moins 2. Donc on obtient cette expression pour la soustraction des deux fonctions. Donc ensuite la prochaine étape pour étudier le signe, ça peut être de factoriser cette expression comme je l'ai écrit ici. Mais pour être honnête, ici, factoriser n'est pas forcément utile parce qu'on a un polynôme du second degré. Bon, on sait étudier le signe d'un polynôme du second degré. Donc ici, on pourrait dire que cette étape est inutile. Que cette étape est inutile parce que, enfin, on pourrait factoriser, mais le mieux, c'est d'étudier le signe en calculant le discriminant. Donc, quand on a un polynôme du second degré. Donc, calculons euh, delta qui est égal à b carré moins 4ac. Bon, quand on a un autre type d'expression, c'est sûr que c'est mieux de factoriser pour étudier le signe et étudier le signe de chacun des facteurs. Donc du coup, ça va nous donner, sachant que b est égal à 1, puisque c'est le facteur du x, ça va donner 1 carré moins 4 fois
1 puisque le A c'est le facteur du x au carré, donc c'est toujours 1. Le C c'est la constante qui termine, c'est-à-dire moins 2. Donc du coup on va obtenir 1 plus 8 qui va être égal à 9. 9 c'est égal à 3 au carré. C'est important de le mettre parce que là on a un discriminant qui est supérieur à 0, donc il y a deux racines. D de x admet deux racines, et donc ces deux racines, deux points, la première on va l'appeler x1 qui est égal à, donc la formule c'est moins b, donc ici ce sera moins 1 moins racine de delta, c'est-à-dire racine de 9 sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1, qui va être égal à moins 1 moins racine de 9, ça fait 3, on le voit parce que ici j'avais mis 3 au carré, donc ça va nous donner 3 sur 2 qui va être égal à moins 4 sur 2 qui va être égal à moins 2. Deuxième racine x2, ça c'est les racines, c'est les valeurs pour lesquelles s'annule le polynôme, donc on sait que quand on remplace x par moins 2 par exemple, ici ça devrait s'annuler. Donc ensuite x2 c'est égal à moins b, c'est-à-dire toujours moins 1, mais cette fois-ci c'est plus racine de 9 sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1, qui va nous donner moins 1 plus 3 sur 2, qui va être égal, donc moins 1 plus 3 ça fait 2, 2 sur 2 ça fait 1. Donc nous avons une autre racine de ce polynôme, qui est 1. Donc nous avons les deux racines. Les deux racines, c'est-à-dire les deux valeurs pour lesquelles s'annule le polynôme, vont nous permettre d'établir le tableau de signes de la fonction d de x. La fonction d de x, je rappelle que c'est la soustraction entre f de x et g de x. Donc du coup, on va faire le tableau de signes sur r, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, puisqu'ici ces deux fonctions f et g et aussi donc d sont définies sur r, et donc nous allons mettre les deux racines parce que c'est important, c'est les deux valeurs où la différence est égale à 0, où d de x est égal à 0. Donc ici je vais mettre d de x qui est égal à f de x moins g de x. Je fais une séparation comme d'habitude au niveau où d de x va être égal à 0, c'est-à-dire en moins 2 et en 1, c'est-à-dire pour x égale moins 2 et x égale 1. Ensuite, on applique la règle des signes dans les polynômes du second degré. Donc ça dépend du a qui est ici, le a qui multiplie le x carré, qui est positif. S'il est positif, ça va être positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur. Donc nous avons déterminé le signe de f de x moins g de x sur R, entre moins l'infini et plus l'infini. Donc on va donc maintenant conclure. Donc dans cette situation, on va dire que si x appartient, donc on appartient à cet intervalle entre moins 2 et 1, moins 2, je vais exclure moins 2 parce qu'en moins 2 c'est égal à 0, donc je prends juste là où c'est négatif, moins 2, 1, exclu. On a f de x moins g de x, qui est de quel signe? Qui est inférieur strictement à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction f est plus petite que la fonction g. Ça veut dire que c de f est sous c de g sur, et donc là l'intervalle moins 2, point virgule 1 exclu. Ensuite, on fait le deuxième cas, si x appartient cette fois-ci à l'intervalle moins l'infini, point virgule moins 2, exclu union, exclu 1, point virgule plus l'infini. Pourquoi est-ce que je fais cette réunion de deux intervalles? Parce que on a déjà cette partie-là où on est positif et ensuite on redevient positif ici, et donc on met un union entre les deux intervalles, c'est ce u qui est ici, et donc on obtient que f de x moins g de x, il est de quel signe? Il est strictement supérieur à 0. J'ai exclu le 2 et le 1 parce qu'on fera ce cas-là après. Donc qu'est-ce qui se passe? C de f est enfin on va dire au-dessus, ça prend plus de place, de C de G
sur, et donc là on exclut moins l'infini, point virgule moins 2, exclut union, exclut 1, point virgule, plus l'infini, exclu. Ensuite, troisième cas, c'est quand c'est égal à 0, donc là on peut écrire si x égale moins 2, ou x égale 1, donc là on ne fait pas des intervalles, c'est juste des valeurs bien définies, bien discrètes, on va dire. Et donc dans ce cas-là, on a f de x moins g de x qui est égal à 0, puisque quand on est en moins 2, la différence est égale à 0, comme on voit sur le tableau, et ici également. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que C de f et C de g sont séquentes en moins 2 et 1. Elles sont séquentes, voilà. Et donc ici, j'ai fait une illustration de ces deux courbes et on peut vérifier graphiquement si c'est bien vrai ou pas. Et bien là j'ai la courbe de C qui est une parabole orientée vers le haut, j'ai la courbe de la fonction G qui est une droite puisque c'est une fonction affine. Et où est-ce qu'on voit que C de G est au-dessus de C de F? Eh bien on voit que c'est à partir de ce point-là jusqu'à ce point-là où C de G est au-dessus de C de F, et quand on regarde les abscisses, là on voit bien que ce point-là a pour abscisse moins 2 et que le point qui est ici, qui est là où elle repasse, où C de F repasse au-dessus, eh bien c'est 1. Donc on voit bien qu'entre moins 2 et 1, on a bien C de G qui est au-dessus de C de F, ou C de F qui est sous C de G comme on l'avait écrit ici. Et bien sûr après, à partir de 1, on voit que C de F est au-dessus. Ici, ça devrait être également le cas où C de F repasse au-dessus quand on devient en dessous de moins 2, donc jusqu'à moins l'infini. Donc on a bien confirmé ce qu'on avait fait par le calcul, et donc par conséquent, c'est comme cela que l'on fait pour étudier la position de deux courbes. Il faut étudier le signe de la différence des deux fonctions selon les valeurs de la variable x.